J'ai serré dans mes bras mon frère Souleymane, mais aussi des hommes blancs qui avaient les yeux couleur du ciel. Leurs mains couvertes de sang n'avaient plus de couleur. Nous n'étions ni noirs, ni blancs. Nous espérions seulement entendre un cœur battre, peu importe la couleur de l'homme qui l'abritait. Ces battements de cœur devenaient notre seule espérance. La haine était redoutable et les Blancs avaient des armes modernes, les armes du progrès, qui déchiquetaient les chairs plus sauvagement que des hyènes enragées et qui tuaient sans croiser leurs regards. Avec ces armes, on pouvait tuer un homme sans le voir. L'âme, la pensée, les souvenirs, la peur, le rire et les larmes n'avaient plus de valeur. Nous étions des fourmis, des vers qui trouaient la terre. C'était comme ça la guerre. Aline, promets-moi que si un jour tu as un fils et que la guerre recommence, jamais tu ne dois le laisser partir. Je n'aurai pas de fils, mon oncle. Je n'ai pas eu de frère et je n'aurai pas de fils. Diacamoun avait l'habitude des certitudes d'Aline. Alors tu protégeras les fils des autres. Que dis-tu, mon oncle? Je n'ai pas cette force-là. Et puis la guerre est finie. Pardon. Donc, en fait, être autrice, scénariste, écrivain, dramaturge, en fait, ou réalisatrice, c'est la même chose. En fait, c'est raconter des histoires. Donc, c'est vraiment le processus de raconter des histoires sous différentes formes. Et en fait, l'écriture, par exemple, d'un roman, c'est une forme plus intime. Et on découvre nos spectateurs plus tard. Et puis après, quand on est dans une narration de cinéma ou cinématographique, c'est voilà, on a tout de suite des interlocuteurs, que ce soit des co-scénaristes, des producteurs, enfin, donc c'est moins intime et moins solitaire que l'écriture du livre. Très bien. Y a-t-il un domaine qui vous passionne plus que l'autre? Non. En fait, vraiment, ce qui me passionne, c'est les êtres humains. Donc, c'est les décrire, c'est les filmer, c'est vraiment transmettre des choses au monde, de quelle que soit la manière dans laquelle je la transmets. J'aime beaucoup le rapport avec... en fait, quand on fait un film et qu'on travaille avec des acteurs, j'aime le rapport humain et la direction d'acteurs et d'aller chercher... Enfin, ça, c'est chez les acteurs, mais en fait, aussi, dans le roman, j'adore le moment où on partage notre livre avec les lecteurs et j'aime cette rencontre avec les lecteurs. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui influence votre choix entre la littérature et le cinéma? Alors, le fait que je choisisse mes sujets. Tout à fait. Alors en fait, je pense que c'est des... Je pense que je suis orientée dans tout ce qui est social. Donc tout ce qui est euh, phénomène ou de société ou de tout ce qui est social en fait. En fait, en général, j'ai un thème. Ça peut être, par exemple, j'ai écrit un roman où je voulais traiter, en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les prisons et j'ai beaucoup vu de femmes qui avaient accouché sous X parce que voilà, elles n'avaient pas pu élever leurs enfants. Et donc j'ai écrit un roman sur l'abandon, par exemple, sur ce que ça pouvait être pour une femme le fait d'abandonner son enfant. J'ai écrit, ça peut être, donc c'est toujours souvent des thèmes sociaux Très qui bien. m'intéressent. Merci. Alors, à travers vos écrits, on perçoit un fort désir de réconciliation entre le Sénégal et la France. Quelle est votre opinion sur les relations entre les deux pays? En fait, c'est une relation qui est une relation complexe parce qu'elle est à la fois, il y a eu voilà, un traumatisme au Sénégal qui est la colonisation, qui a pas été vécu par tout le monde de la même manière, mais le colonialisme est une violence, hein, c'est une brutalité faite à un peuple. Je pense que les Sénégalais sont si on parle d'un inconscient collectif, euh, on ressent, pas à titre individuel, mais à titre sociétal, une société qui est quand même une société extrêmement philosophe, qui est empreinte de valeurs et de recul. C'est pas une société hystérique, c'est une société plutôt philosophique. Et donc du coup, il y a
un désir profond de paix et de démocratie au Sénégal qu'on ressent vraiment dans le quotidien, dans la vie tous les jours. Et donc du coup, cette arrivée comme ça du colonialisme sur ce peuple a créé deux choses en fait. Donc du coup, il y a la brutalité de ce que les gens vivaient au quotidien, avec vraiment l'impôt forcé, le travail forcé, le manque de liberté, la perte identitaire, vraiment et puis il y a eu la volonté de la France à un moment donné de... C'est compliqué parce que pour moi, c'est ce que je dis dans le livre, pour moi c'est une relation vraiment de pervers narcissique. C'est-à-dire qu'une relation extrêmement paternaliste, de dire on est là pour, on vous veut du bien. On vous veut du bien. Donc c'est comme en fait pour essayer de comprendre les choses à titre sociétal, on essaie de les comprendre à titre individuel. Donc une personne qui vient vous voir en disant je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça, mais je fais ça pour votre bien, parce que vous ne savez pas que vous n'êtes que des sauvages, que vous n'avez pas... Donc c'est une relation, et la relation pervers narcissique est une relation très compliquée à démanteler, parce qu'on se dit, mais c'était quand même bien, parce qu'ils nous ont emporté ci, ils nous ont apporté ça, donc du coup on est dans cette relation totalement ambiguë. Et donc les relations entre la France et le Sénégal aujourd'hui sont des relations à la fois amicales, parce qu'il y a eu des grands hommes politiques, de lettres, artistes français qui sont des vrais amis du Sénégal, et en même temps cette domination par un État, par des hommes politiques et tout ça. Et donc du coup il y a une relation, et donc après il y a en France les villes intramuros, les banlieues qui entourent ces villes, et dans ces banlieues-là, il y a une fracture identitaire de personnes qui ont été colonisées, donc déracinées, mais qui n'ont pas été enracinés ailleurs. C'est-à-dire qu'ils restent des étrangers, mais en même temps, on leur a volé leur identité. Donc c'est très compliqué. Donc il y a une vraie fracture identitaire. Et moi, je pense que le grand devoir de la France n'est pas de dire le mea culpa, c'est déjà d'enseigner ce qu'était le colonialisme et l'enseigner à l'école, et de manière extrêmement précise. Parce que c'est important d'être précis. Ce n'est pas les grandes lignes, l'impôt forcé, le travail forcé, les missions civilisatrices, et tout ça, c'est des grandes lignes. Il faut essayer de ramener les choses à l'individu. Qu'est-ce que ça voulait dire au quotidien un fermier qu'on appauvrissait, dont on prenait ces denrées qui se retrouvaient dépossédées de ces... Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce c'était le code de l'indigénat? Qu'est-ce que c'était Donc du coup, toutes ces choses-là doivent être déjà enseignées à l'école, comme est fait la Shoah, parce que quand on est jeune, on est adolescent, et qu'on nous enseigne ce que c'était les camps de concentration, ce que c'était... Et que c'est précis, c'est précis. On sait qu'ils prenaient les cheveux pour faire des oreillers, la graisse humaine, ils faisaient des expériences, à droite les gens qui travaillent, à gauche. On savait que les méthodes des nazis, on les apprenait de façon précise. Et donc, dans le système de scolarité en France, on n'a pas appris aux gens, ni aux enfants, ni aux personnes, qu'est-ce qu'était le système colonial de manière extrêmement précise, extrêmement calculée, avec toute une administration mise en place pour dominer un peuple. Ça, on ne l'apprend pas. Et donc déjà, il faudrait déjà que ce soit appris, donc ce serait un premier pas vers une réconciliation profonde de la France-Afrique. Alors, selon vous, à qui appartient l'histoire et qui en sont les héritiers? L'histoire, c'est celle des êtres humains. Après, les héritiers, c'est nos enfants. Donc c'est le futur, c'est les bases qu'on met en place. Et puis l'histoire se répète. Et l'histoire ne s'oublie pas, l'histoire nous imprime. C'est pour ça que je parlais de fracture identitaire. C'est-à-dire qu'il y a ce merveilleux ethnopsychiatre, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Toby Nathan, qui à un moment donné, quand les membres d'origine algérienne, sénégalaise, malienne, même nés en France, à un moment donné, on les faisait voir des conseils psychologiques avec des références Freud, Jung, et ça ne leur parlait absolument pas. C'est-à-dire que le rapport, par exemple, que nous, on a à nos parents, à nos aînés, n'est pas le même rapport. On n'est pas dans la rupture avec la mère, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, du coup, le fait de ne pas pouvoir adapter, que tout le monde soit vu d'un point de vue dominant, blanc, occidental, fait que ça crée et donc, avec des êtres qui sont
imprimés par leur histoire, imprimés par leurs ancêtres. Parce que, par exemple, Toby Nathan, l'ethnopsychiatre, il s'est rendu compte que selon différents, les Maliens, les Sénégalais, les gens d'Afghanistan, ne prenaient pas les mêmes drogues. Et souvent, il a fait une étude sur ces drogues-là, et ces drogues étaient des drogues qu'on retrouvait dans certaines tribus pour faire des célébrations. Donc, en fait, on porte en nous cette histoire, et cette histoire, notre histoire. Et donc, du coup, l'histoire appartient à l'humanité. Et donc, c'est pour ça que, en fait, moi, en écrivant, en racontant des histoires, j'essaye de travailler sur, justement, sur les douleurs et les chagrins des êtres humains. Dans votre ouvrage Aline et les hommes de guerre apparaît ce passage poignant. J'aurais aimé la connaître, cette France sans les bombes qui tombaient sur les champs de bataille, sans les obus qui déchiraient la chair de nos amis. Tu sais que Souleymane est mort dans mes bras et que l'horreur n'a pas de frontières. Il n'avait plus de visage, mais son regard désespéré demeure. Son regard est tatoué dans mon âme. Selon vous, de quelle manière pourrait-on aujourd'hui commémorer les tirailleurs sénégalais? Je pense qu'il y a un travail qui est fait sur les... C'est pas vraiment ma spécialité. Je pourrais pas... je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en route justement pour les tirailleurs sénégalais. Je pense que c'est en fait... D'ailleurs, dans mon livre, on est dans la Seconde Guerre mondiale, et je sais que les gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale sont partis vraiment, il y en a qui sont partis avec honneur pour défendre la France à l'époque. Et puis, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les fils de ces hommes qui ont été désabusés et qui se sont retrouvés avec ces injustices parce qu'on leur a promis monts et merveilles, qu'on leur a jamais rendu. Il y a des choses terribles qui ont été faites aux tirailleurs. J'en parle d'ailleurs dans mon livre sous forme de rêve d'Aline, où à un moment donné, il y a eu cette forêt à Lyon, on a laissé partir les tirailleurs et qu'on les a chassés comme du bétail, où les Allemands prenaient leur tête comme des baïonnettes, comme des trophées de chasse. Donc c'est tout le travail qui a à faire. De toute façon, ce travail, c'est dans la même lignée que ce que je dis, c'est vraiment une reconnaissance précise. Par exemple, toutes ces choses que j'ai recherchées, que j'ai trouvées, on ne sait pas que il y a les Noirs dans les camps de concentration, tout ça. En fait, on sait très peu de choses. Et donc, ce qui est important, c'est justement c'est de nous transmettre pour qu'il y ait un travail de réparation, un travail de... voilà, c'est ce que je trouve important. Alors, quelle est l'importance de partager aujourd'hui des morceaux d'histoire qui ont été volontairement passés sous silence? Alors là, on rejoint un peu la question que vous m'avez posée tout à l'heure. C'est en fait... je pense qu'il n'y a pas... En fait, c'est comme une maison. En fait, il faut que les fondations soient saines pour pas qu'elles s'écroulent. Selon vous, de quelle manière pensez-vous qu'Aline, l'héroïne de votre ouvrage, a eu raison d'aller à l'encontre de la conscription? Écoutez, moi, je pense que c'est au-delà de la raison. C'est les héros, quoi. C'est une héroïne. C'est ça que je célèbre. C'est le courage de cette jeune fille de 22 ans, la tête haute, qui comprend ce qui est en train de se passer. Elle aurait eu 100 ans aujourd'hui. Elle avait déjà compris le problème de l'écologie, le fait qu'on mettait des engrais chimiques dans la terre, qu'on arrachait qu'on arrachait les arbres. Elle avait compris en fait déjà ça, en fait la valeur de la terre, comme son peuple les Diola, qui sont des gens qui vénèrent la terre et qui elle avait sur l'identité, parce que la première chose qu'elle a dit, c'est on voudrait retrouver notre 7e jour, ne pas travailler comme le 7e jour, retrouver les traditions Diola, remettre nos habits. Donc elle s'est battue pour la dignité. Et en très peu de temps, l'espace de 2-3 ans avant qu'elle soit incarcérée, elle a continué à véhiculer une parole empreinte de courage et de dignité qui fait qu'aujourd'hui, en 2020, en fait, moi qui me sens une descendante d'Aline, parce que voilà, mon père était d'origine Diola, elle résonne en nous. Et donc la parole de ces gens, c'est comme Martin Luther King, c'est comme Mandela, c'est des gens qui ont imprimé
sur des générations et des générations et des générations. C'est des gens qui, avec leur sillon, avec leur aura, arrivent à faire des choses, à ouvrir le cœur humain. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle a donné sa vie pour ça. Vous dédiez votre ouvrage à votre père, que vous n'avez pas connu, mais on note également la dédicace suivante, à Cheikh Hamidou Kane pour son amitié et son aventure ambiguë. Quelles sont vos influences en littérature? Alors déjà, j'ai dédié le livre à mes deux pères. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu deux pères. Et Cheikh Hamidou Kane était donc le meilleur ami d'un de mes pères. Et un homme sage qui a su parler très vite et faire un roman étudié à l'école aujourd'hui sur justement l'ambiguïté de cette relation à la colonisation, ce syndrome de Stockholm. Et donc du coup, voilà, donc j'admire énormément voilà, certains ouvrages et paroles de Cheikh Hamidou. Après, j'ai une... elle est ouais, l'influence de la littérature, elle est vraiment de grands auteurs vraiment de tous bords, quoi, du Japon aux Russes, aux auteurs africains, anglais, américains. Moi, je suis bilingue, donc j'ai toujours lu dans les deux langues. Je lis de manière complètement... Je suis une droguée de la littérature. Donc, depuis que je suis petite, j'ai commencé... Mon père était sociologue, ethnologue, d'abord professeur à l'université. Donc, j'ai commencé à apprendre à lire. J'avais 3 ans. Je lisais parfaitement quand j'avais 5 ans. Donc, du coup, je lis en marchant, je lis au fil rouge, je lis tout le temps. C'est vraiment quelque chose dans lequel je ne peux pas... donc, du coup, chez moi, j'ai une bibliothèque qui est assez conséquente et ces livres sont mes guides. Et à chaque fois que on se pose des questions dans la vie, on pose une main sur un livre, les questions apparaissent dans les livres. C'est vraiment un rapport que j'ai avec les auteurs mais j'adore les auteurs danois. J'ai une grande... vraiment, j'ai lu beaucoup de la littérature russe. J'aime beaucoup les auteurs japonais. Je pourrais en citer tellement d'auteurs que je suis vraiment une enfant de la littérature. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos projets cinématographiques? Je pense notamment à Maître d'armes, actuellement en préparation, mais aussi à L'absente de Noël, dont le tournage débutera au printemps 2023 à Dakar. Voilà, alors je fais plusieurs choses là. J'ai fait un documentaire qui va bientôt sortir sur la création. Il va bientôt sortir. J'ai lu ce matin le grand article dans les cahiers du cinéma. J'ai coécrit un film qui s'appelle Maître d'armes, qui se passe en 1887 et qui est en fin de montage là maintenant. Donc là, ils sont en train de faire la musique. Donc voilà, donc le film est terminé, qui a été tourné à Paris cet été. J'ai les droits d'un mon 3e roman qui s'appelle L'absente de Noël, effectivement, qui a été acheté par une boîte de production et que je vais tourner à Dakar là au printemps. Et voilà, et donc c'est vraiment l'histoire d'une famille décomposée française qui se passe très très mal et qui vont aller chercher leur fille en Afrique et qui vont être confrontés à la façon dont la famille est constituée en Afrique, donc notamment le rapport au plat quotidien, le rapport à la polygamie, le rapport à... Donc c'est vraiment voilà, une comédie sur voilà, ces valeurs qui vont se... mais à l'intérieur de ça, il y a toujours cette obsession de réconciliation France-Afrique, une espèce de réconciliation, voilà, peut-être dans le fantasme. Voilà, il y a toujours un fond de ça dans mes livres. Est-ce que nommer Aline la Jeanne d'Arc du Sénégal, ce ne serait pas en quelque sorte une recolonisation du mythe légendaire qu'elle a bâti au Sénégal? Oui, alors je pense que j'ai entendu ça. Moi, en fait, quand on m'a parlé de Jeanne d'Arc, j'ai pas pensé à l'aspect politique de Jeanne d'Arc. J'ai pensé à une jeune fille pure euh, qui entend des voix et qui est connectée avec les cieux. Donc, quand Jeanne d'Arc est morte, il y a eu aussi
Les gens qui l'ont approchée à la fin ont dit on a tué une sainte. Et donc il y avait quelque chose, un parallélisme dans le mysticisme, à part que voilà, Aline Citeaux n'a jamais pris les armes, n'a jamais conduit d'armée, et c'est pas du tout une femme de guerre. Aline Citeaux, c'est une femme de paix. Mais par contre, il y avait quelque chose dans le rapport mystique et le rapport au ciel et à la jeunesse. Je pense, comme Aline Citeaux a été nommée quand même comme une pacifique, mais une guerrière pacifique, parce elle est devenue malgré elle une femme politique, parce qu'elle s'est opposée à un système en place, et pour s'opposer à un système violent, à un moment donné, on est confronté à la violence. Et donc, du coup, il y a eu Jeanne d'Arc aussi, qui est allée protégée par les envahisseurs anglais. Donc, il y avait vraiment des connotations. Voilà, et il se trouve que Jeanne d'Arc existe dans les livres d'histoire et qu'Aline Citeaux, pas encore. Pourquoi, à votre avis, cette héroïne de la résistance casamançaise n'est pas aussi reconnue à sa juste valeur comme Martin Luther King ou Gandhi? Ben déjà, c'est une femme. Et donc, les femmes ont très peu de place. Déjà dans l'histoire de l'Afrique telle qu'elle nous est contée. Et donc elle est vraiment, c'est aberrant, c'est-à-dire que c'est vraiment au Sénégal, moi j'ai fait le tour de plusieurs écoles, et si je demande qui connaît Aline Sitoé Diatta, tout le monde, à 100%. Mais par contre, quand on leur demande de nous raconter quelque chose sur Aline Sitoé Diatta, ils ne savent pas, ils ont 10 lignes sur Aline Sitoé Diatta. Donc Aline n'a pas la place qu'elle mérite. Elle mérite un monument. Elle a des monuments comme ça. Elle a une place à Cabrousse, en Casamance, d'où elle vient. Mais c'est une femme qui s'est battue pour le Sénégal, donc les colonies en général, quoi. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.